Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée aux Jeux Olympiques. Leur version moderne a été créée en 1896 par Pierre de Coubertin, mais à l'époque elle est exclusivement réservée aux hommes. Aujourd'hui, en 2024, pour la première fois de l'histoire, ces JO verront un nombre égal d'hommes et de femmes athlètes participer aux épreuves. Alors est-ce que ces Jeux de Paris méritent vraiment la médaille d'or de la parité? C'est ce que nous allons voir. Il y a du progrès sur les questions de genre depuis les Jeux olympiques féminins créés en 1922 par Alice Milia. Pendant longtemps, jusqu'en 1968, les femmes ne pouvaient participer à aucune course de plus de 200 mètres. Et malgré leur combat, en 1976, les épreuves féminines ne représentaient encore qu'un quart du programme olympique. On en parle avec notre invitée, une femme qui connaît bien les Jeux. Roxana Maracineanu a été médaillée d'argent sur le 200 mètres d'eau en natation. C'était au JO de Sydney en 2000. Avant ça, elle a été championne du monde et championne d'Europe en 1999. Roxana Maracineanu, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez une longue carrière sportive. Vous êtes ensuite devenue ministre des Sports entre 2018 et 2022. Et désormais, vous dirigez la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Ces Jeux sont les plus paritaires de l'histoire des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a enfin atteint l'égalité selon vous ? Dans ces Jeux à Paris, ces Jeux Olympiques et Paralympiques, il va y avoir pour la première fois autant d'hommes qui vont concourir que de femmes qui vont concourir. Donc en cela, on peut dire qu'on est paritaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que le monde du sport est paritaire, mais en tout cas, c'est les valeurs qu'on voulait faire transparaître au travers de ces Jeux. Au niveau des fédérations, on voit qu'il y a peu de femmes en fait, qui sont au poste de direction. Par exemple, il y a 35% des membres des conseils d'administration seulement qui sont des femmes. Et sur 35 fédérations sportives, seulement 2 sont dirigées par des femmes en France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change ? C'est un grand chantier que moi j'ai pris à bras-le-corps dès 2018, arrivé au ministère des Sports. On a discuté beaucoup avec le mouvement sportif et on a abouti en 2022 à une loi qui, dès cette année, en 2024, va imposer 50% de femmes, 50% d'hommes dès les prochaines élections fédérales. Il y aura dans les conseils d'administration, dans les bureaux exécutifs de toutes les fédérations, autant de place pour les femmes que pour les hommes. Évidemment, on ne peut pas y arriver du jour au lendemain, donc il va falloir mettre en place des plans de recrutement de femmes, de repérage, aussi des talents, pour faire comprendre aux femmes qu'elles ont leur place tout en haut des postes de direction. Depuis 1921, votre fédération, la Fédération de natation, a toujours été dirigée par des hommes. Vous, quand vous étiez jeune athlète, est-ce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose d'avoir une femme à la tête de la fédération ? Dans ma carrière de nageuse, j'ai effectivement connu la parité dans la pratique, puisque dans les compétitions, les primes, la diffusion, les courses entre les hommes et les femmes s'enchaînant, il n'y a pas vraiment de différence faite pour les athlètes. Néanmoins, aux postes les plus importants de président, ça a toujours été, par exemple pour moi, un homme pendant toute ma carrière sportive qui a quand même duré une bonne vingtaine d'années. C'est pourquoi dans la loi, on a aussi cherché à limiter le nombre de mandats pour les présidents. Donc on les a limités à 3. On pourrait encore plus progresser pour parler d'alternance, c'est-à-dire un mandat ou 2 mandats pour une femme et 2 mandats pour un homme derrière. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément d'enjeux dans le sport pour ne pas essayer ça, ce qui serait quand même un exemple extraordinaire pour d'autres secteurs. Il y a peu de femmes qui sont entraîneuses. À votre avis, pour quelles raisons ? On remarque effectivement cette vraiment prédominance des entraîneurs hommes par rapport aux femmes, y compris dans les sports féminins, comme la gymnastique, le patinage. Finalement, c'est des sports de pratique féminine, mais avec des entraîneurs hommes, beaucoup. C'est aussi une question, je pense, de projection que peuvent se faire les jeunes femmes dans leur propre sport. Et là, on touche à un autre sujet, qui est celui des violences, du harcèlement, parfois de l'humiliation qu'on ressent quand on est sportif dans certains sports. Les femmes, si on veut qu'elles s'impliquent, la première des conditions, c'est qu'elles puissent être protégées, se sentir accompagnées dès le moment de leur pratique pour qu'elles puissent se projeter sur des postes d'entraîneur derrière, à faire leur carrière dans le monde du sport. Ça aurait un effet vertueux finalement d'avoir plus de femmes à la fois côté entraînement et côté fédération. Ce n'est pas une question d'effet vertueux, c'est une question de justice et de démocratie et d'équité.
Pour moi, on est dans notre société 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc avec les Jeux et tous ces principes républicains qui vont être portés pendant cet événement en France, j'espère que ces notions d'égalité, de fraternité seront vraiment représentatifs de notre pays au travers de ces Jeux. Il y a un sujet qui n'a l'air de rien et pourtant qui est un symbole criant des archaïsmes qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le monde des sports. Ce sont les tenues des sportives. Les athlètes américaines ont été assez agacées quand elles ont vu la tenue qui leur avait été réservée par leur équipementier. Je propose qu'on regarde ce reportage de Natasha Vesnich. Lorsqu'Ayodele Ikwessan fait du sport, elle veut être à l'aise dans ses vêtements. Là, c'est un legging, il monte super haut, donc du coup, je suis moins gênée au niveau du bassin. Pour atteindre le plus haut niveau, l'athlète a dû faire de nombreux sacrifices. Et d'autant plus depuis qu'elle est mère de 2 enfants. À 39 ans, elle a donc passé l'âge de se laisser dicter sa tenue vestimentaire. Il y a toujours cette pression de, on a envie de voir des athlètes hyper féminines, hyper sexy, hyper jolies, hyper machin. Et nous, les athlètes, ce qu'on dit, c'est qu'on est avant tout là, on est des sportifs, donc on est là pour faire un sport, on est là pour performer, et surtout, on a envie de performer dans la tenue qui nous plaît, dans laquelle on est le plus à l'aise, et donc il faut nous écouter. En avril dernier, Nike a révélé les tenues officielles pour les JO de Paris, dont cette combinaison très échancrée dédiée aux épreuves d'athlétisme, qui a fait réagir de nombreuses sportives américaines, à l'instar de Lauren Fleshman, dans cette publication intitulée « Patriarcat 2024 ». Les athlètes professionnels devraient pouvoir concourir sans penser constamment à leur épilation pubienne ou à l'exposition de leurs parties intimes. Les sportives, elles aussi victimes des injonctions d'érotisation du corps féminin, pourtant. Aucune étude scientifique de gestion, de management n'a démontré valablement qu'une tenue sportive qui dénude et qui hypersexualise le corps féminin amenait plus de spectateurs, de téléspectateurs ou je ne sais quoi d'autre. Mais il y a cette idée qu'il faut montrer une identité hyper féminisée qui correspond au fond surtout aux désirs et aux intérêts des hommes. En 2021, les beach handballeuses norvégiennes se sont vues infliger une amende de 1 500 € pour avoir porté un short et non le bikini réglementaire. Depuis, les règlements ont changé. Des sportifs font évoluer les mentalités, à l'instar de la gymnaste allemande Sarah Vossi, avec son juste au corps long. Mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup d'athlètes regrettent notamment que les sponsors privilégient encore celles dont le corps répond aux clichés véhiculés dans les magazines. Roxane Amarès-Cinéanu, quand on voit des tenues sexy pour les athlètes femmes et des tenues beaucoup plus sobres pour les athlètes hommes, est-ce que ça veut dire que finalement le sport féminin n'a d'intérêt que si on voit les corps des femmes ? C'est très important que grâce au sport, on arrive à sortir des stéréotypes. Par le sport, on pourrait parler d'égalité. On peut montrer des femmes, j'allais dire, dans tous leurs états, fatiguées, minces, pas minces, en sueur. Enfin, vous voyez, toutes sortes d'images de femmes qui méritent d'être vues à la télé et qui, d'habitude, ne sont pas trop vues. Et c'est vrai que quand on impose une certaine tenue, c'est vraiment instrumentaliser le corps des femmes, le sport, alors qu'au contraire, on devrait s'en servir comme une vitrine d'éducation à la lutte contre les stéréotypes et pour l'égalité. Merci beaucoup, Roxane Amarès-Cinéanu. Merci à vous. La question des droits des personnes transgenres suscite des débats enflammés dans le monde du sport. Pour les Jeux de Paris, les fédérations internationales ont élaboré les règles de participation, des règles qui empêchent la plupart des athlètes transgenres de concourir. Notre équipe a rencontré l'une d'elles. Sa passion pour le BMX, Chelsea Wolfe la cultive depuis ses 6 ans, l'âge où elle monte pour la première fois sur un vélo. Avec le temps, c'est devenu un exutoire. C'est amusant, c'est comme si toutes ces mauvaises nouvelles dans le monde disparaissaient l'espace d'un instant, au moins jusqu'à ce que j'atterrisse. À l'adolescence, en raison de sa transidentité, Chelsea décide de quitter sa Floride natale, trop conservatrice, pour s'installer en Californie. Sa transition avec l'hormonothérapie substitutive a eu un impact sur ses performances. Cela a littéralement changé chaque fibre de mon être, que ce soit au niveau mental, physique et émotionnel. Je mesure 7 cm en moins, je fais une pointure et demie en moins et mes mains sont plus petites.
Pendant la transition, vous perdez du poids, vous perdez vos muscles, vous avez moins d'énergie. Vous perdez aussi vos capacités de récupération après l'entraînement, donc les effets sont extrêmement puissants. En 2001, Chelsea poursuit son rêve et participe aux Jeux Olympiques de Tokyo en tant que suppléante. Moins d'un an plus tard, sa carrière s'arrête brusquement lorsque les principales fédérations internationales durcissent les règles pour les athlètes transgenres. Auparavant, les femmes trans devaient avoir un taux limité de testostérone pour concourir dans la catégorie féminine, comme l'a fait Laurel Hubbard, l'haltérophile néo-zélandaise. Désormais, les athlètes qui ont connu une puberté masculine sont bannis. Chelsea ne peut donc pas se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris et la nageuse américaine Lia Thomas non plus. Son cas à elle a suscité de vifs débats après sa victoire à la compétition universitaire la plus prestigieuse des États-Unis en 2022. Pour beaucoup, cela pose un problème d'équité. La catégorie a été créée pour les femmes après des années de lutte pour obtenir une chance de concourir aux Jeux. Lorsque j'ai participé à mes premiers JO, il y avait une femme pour 4 hommes. Ça a été un très long combat et nous sommes encore loin de la parité. Regardez combien gagnent les sportifs masculins. Je sympathise avec les trans et je soutiens pleinement leur choix de vie. Mais je pense que les femmes ont droit à une participation équitable au sport. Il existe peu de recherches scientifiques comparant les femmes trans et cisgenres. En France, le ministère des Sports a sollicité un groupe d'experts pour échanger sur la question et formuler des suggestions d'ici la fin de l'année. Historiquement, le sport contemporain se retrouve dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle avec des hommes adultes blancs. Il a fallu que les femmes se battent pour pouvoir pratiquer, que les indigènes puissent accéder au sport, là aussi tout au long du 20e siècle, de même que les personnes dites handicapées ou invalides. Donc on a ce travail qui fait que peut-être aujourd'hui, les personnes transgenres sont la nouvelle catégorie qui est dans l'obligation de se battre pour simplement être acceptée. Certaines fédérations sportives ont proposé de créer une nouvelle catégorie pour les athlètes trans qui représente aujourd'hui moins de 0,001% des Olympiens. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle série d'actuels. En attendant, profitez bien de l'été.